Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des tableaux NumPy. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi je parle des tableaux NumPy. Donc, on a pu voir les listes, on a pu voir qu'on pouvait créer des listes de listes, bien qu'avec ces listes de listes, on peut représenter des tableaux, on peut représenter des matrices. Elles sont peu manipulables, en fait, c'est compliqué à manipuler, alors que si vous utilisez des tableaux NumPy, eh bien, vous pouvez manipuler ces matrices-là, ces tableaux-là très facilement. Donc, d'où l'intérêt de bien maîtriser NumPy. C'est parti. Tout d'abord, je vais importer NumPy. Donc, import NumPy as np. Donc, au lieu d'écrire à chaque fois NumPy.la fonction, je vais écrire np.la fonction. Donc, c'est pour ça que j'écris as np. Ensuite, quelques petites fonctions ici. Ici, c'est pour afficher des images que j'importe ça. Et pour utiliser quelques fonctions mathématiques. Donc, voilà, donc un petit préambule pour vous expliquer un peu ce qu'on va utiliser. Ensuite, comment on crée des matrices? Très concrètement, comment on crée des tableaux NumPy? Donc, pour créer un tableau NumPy en 2 dimensions, donc rien de plus simple. Donc, vous utilisez la NumPy.array et puis vous faites comme si vous créez des listes de listes. Donc, vous mettez un premier crochet et à l'intérieur de ces 2 crochets, vous mettez d'autres crochets. Donc, ça va vous créer votre tableau. Et donc, là, ici, si je veux créer la matrice identité, par exemple, eh bien, je vais utiliser numpy.array, entre parenthèses, un double crochet, plus un crochet qui va comprendre un 0. Donc, un 0, ce sera ma première ligne. Et ici, ce sera ma deuxième ligne, 0, 1. Et on va voir ce que ça nous retourne. Donc, déjà, le type de identité de ma variable, c'est du type NumPy, numpy.ndarray. Et qu'est-ce que ça nous retourne? Ça nous retourne bien une matrice de 2, et c'est la matrice identité. Ensuite, si on veut créer des tableaux 3D, donc vous pouvez faire face à des tableaux 3D, surtout au concours. J'ai vu sur le sujet central, je crois, de l'année dernière, eh bien, vous pouviez travailler avec des images. Et une image, c'est composé de 3 chaînes de couleurs, donc RGB, et chaque chaîne de couleurs est représentée par une matrice de 2. Donc, lorsque vous assemblez des matrices de 2, donc une pour la couleur rouge, une pour la couleur verte, une pour la couleur bleue, eh bien, ça vous donne quelque chose en 3 dimensions. Et là, c'est ça ce que j'appelle un tableau 3D. Mais lorsque vous voulez créer un tableau 3D, donc là, dans ma variable fluidim égale numpy.array, entre parenthèses, une première base de crochet, une deuxième base de crochet qui va représenter une matrice de 2, et une autre base de crochet qui va représenter ma matrice de 2, ma deuxième matrice de 2 en fait. Et à l'intérieur, comme d'habitude, on sait comment on crée des matrices. Donc on rajoute des listes. Donc voilà. Donc pas très compliqué. Je vais vous illustrer ça. On regarde déjà le résultat. Donc notre résultat ici nous donne quelque chose en 3 dimensions avec une première matrice ici et une deuxième matrice là. Et lorsque je veux savoir la dimension de ma variable, donc si j'ai un tableau 2D, eh bien, je veux savoir c'est combien sa dimension, ou bien vous avez une variable et vous ne connaissez pas la dimension de cette variable-là, eh bien, très simplement, vous utilisez la commande .ndim, donc point nombre de dimensions, et ça va vous retourner 3, parce qu'on travaille avec un tableau en 3 dimensions. Et donc, si vous n'arrivez pas à vous visualiser ça, eh bien, je vous propose une image. Donc ici, si je regarde ma matrice de 2 qui est ici, dans mon image ici, donc vous reconnaissez bien le 1, vous avez ensuite le 2, ensuite vous avez le 3, et vous avez le 4. Donc c'est comme ça que ça s'avance. Et pareil ici, pour ma deuxième matrice, eh bien, vous avez le 4, vous avez le 5, vous avez le 5 encore, vous avez le 6. Donc c'est exactement ce que j'ai représenté ici. J'espère que grâce à cette image-là, vous avez bien compris comment s'agence un tableau 3D. Parce que c'est hyper important, bien souvent, les sujets d'informatique où il y a du traitement d'image. Et donc, il faut être capable de manipuler ces tableaux 3D. Moi, en tant que data scientist, lorsque je manipule des images, c'est toujours avec NumPy. Je ne me prends pas la tête. C'est vraiment hyper utile, hyper important de maîtriser ces tableaux 3D, quoi. Parce qu'une image, c'est composé de
3 chaînes de couleurs, le plus généralement RGB. Donc il faut que vous puissiez maîtriser cela. Ensuite, créer la matrice d'identité. Donc rien de plus simple. numpy.i et entre parenthèses la dimension de votre tableau. Parce que la matrice d'identité, c'est une matrice carrée. Donc il nous suffit juste de savoir une dimension pour savoir comment construire cette matrice-là. Et donc ici, vous pouvez rajouter dtype pour que en fait, ça vous retourne des nombres entiers. Parce que par défaut, si vous ne rajoutez pas dtype, eh bien en fait, les éléments de votre matrice d'identité seront des floats. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc ici, c'est toujours notre variable identité de np, c'est toujours un numpy.ndarray, et on obtient bien notre matrice d'identité. Ensuite, si je veux créer la matrice nulle, donc une matrice composée que de 0, qu'est-ce que je vais faire? numpy.0, entre parenthèses, il y a 2 paires de parenthèses à maîtriser. Le nombre de lignes, virgule, le nombre de colonnes. Rien de plus simple. On regarde ce que ça donne pour une matrice de 2. Eh bien, 0, 0, 0. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est des floats ici, parce qu'il y a un point. Et si par contre, j'écris virgule dtype égale int, on va voir ce que ça nous retourne. Ça nous retourne bien 0, 0, 0, 0. Ou cette fois-ci, les 0, c'est des int, donc des nombres entiers. Si je veux créer une matrice que avec des 1, donc rien de plus simple, toujours numpy.ones, entre parenthèses, toujours 2 paires de parenthèses, et le nombre de lignes, le nombre de dimensions. On regarde ce que ça nous donne. 1, 1, 1, et on remarque bien que c'est des floats. Et si on précise encore dtype est égal à int, eh bien ça nous donnera des nombres entiers. Ensuite, si vous souhaitez créer des tableaux d'une dimension, donc en fait des listes, mais attention, ce n'est pas des listes que vous allez obtenir en sortie, vous allez obtenir des données du type numpy.ndarray. Mais il existe bien des tableaux d'une dimension. Donc il ne faut pas confondre liste et tableau numpy d'une dimension sur Python. Attention. Donc vous avez deux solutions. La première, c'est d'utiliser numpy.linspace et la seconde, d'utiliser numpy.arrange. Ces deux fonctions font à peu près la même chose, sauf que, en fait, lorsqu'on a pu voir en fait, dans les différents cours qu'on a fait précédemment, eh bien dans la syntaxe de Python, le end, il est rarement pris en compte. Parce que si vous souhaitez créer une liste de nombres, avec la boucle for par exemple, eh bien le début, donc le premier élément que vous souhaitez que vous définissez dans votre for, eh bien il est pris en compte, mais le end n'est pas pris en compte. Alors qu'ici pour linspace, eh bien le end est pris en compte. Donc si vous souhaitez créer une liste de nombres, la grande différence entre linspace et arrange, c'est que le dernier élément est pris en compte pour linspace et il n'est pas pris en compte pour numpy.arrange. Et aussi, petite nuance, avec linspace, en fait, on ne donne pas le pas ici, en troisième élément, comme pour le reste des fonctions sur Python, on va donner le nombre d'éléments que l'on souhaite dans notre tableau d'une dimension. Et numpy.arrange, cette fois-ci, utilise le pas. Donc en fait, ce que vous devez retenir, c'est que numpy.arrange suit la syntaxe standard de Python, alors que numpy.linspace est une fonction plutôt propre à elle-même, qui ne suit pas la syntaxe standard qu'on a pu voir avec les listes et les chaînes de caractères lorsqu'on avait voulu extraire des morceaux de listes et des morceaux de chaînes de caractères. Donc, ici, j'ai défini A et B. Donc, vous allez voir, ils vont nous retourner les mêmes tableaux d'une dimension. C'est ce que ça nous donne. Et puis voilà. Donc, faites des tests, essayez de vous acclimater avec ces deux fonctions-là. Vraiment hyper utile. C'est même, je dirais même, beaucoup plus fort que utiliser une boucle for pour créer une liste de nombres. Parce que, par exemple, si vous utilisez linspace, eh bien, vous pouvez spécifier directement le nombre d'éléments que vous souhaitez dans votre liste. Ce qui est quand même quelque chose de vraiment utile. Et maintenant, si vous souhaitez créer des tableaux 2D à partir de linspace ou arrange. Donc, on va utiliser la fonction reshape. Donc là, ici, on va adapter notre tableau d'une dimension pour qu'elle puisse être agencée correctement pour un tableau en 2 dimensions. Donc là, ici, je déclare deux variables, A et B, avec les deux fonctions linspace et arrange. Et on va utiliser la fonction reshape sur chacune. Donc, new A, sur laquelle je reshape mon A. Donc, je change la dimension de mon A, qui est un tableau d'une dimension. Et ce que je veux, moi, c'est obtenir 5 lignes, 2 colonnes. Est-ce que c'est logique? J'ai un tableau qui a 10 éléments. Est-ce que c'est possible d'obtenir un tableau de
5 lignes, 2 colonnes. Évidemment, j'ai 10 éléments dans mon tableau d'une dimension, et je peux bien obtenir un tableau avec 5 lignes et 2 colonnes. Pareil pour B, où cette fois-ci, j'ai aussi 10 éléments dans ma liste, et donc, on va voir ce que ça... Donc, je peux bien créer un tableau avec 2 lignes et 5 colonnes. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, au départ, les deux variables A et B, les deux tableaux d'une dimension en 10 éléments. Et, à chaque fois, on a pu reshape comme on veut. Par contre, attention, imaginez-vous, je change mon linspace en 9 ici. Eh bien, est-ce que mon reshape va être capable de toujours créer un nouveau tableau en 2 dimensions avec 5 lignes, 2 colonnes? On va voir la réponse. Eh bien non, ce n'est pas possible. Parce qu'un tableau qui a 5 lignes, 2 colonnes, contient 10 éléments. Alors que notre liste A en contient 9. Donc ce n'est pas possible. Donc faites très attention au nombre d'éléments que vous avez lorsque vous créez un tableau 2D à partir d'un tableau 1D et lorsque vous allez utiliser la fonction reshape. Ensuite, imaginez-vous, vous avez un tableau en 2 dimensions et vous souhaitez modéliser ce tableau en 2 dimensions en un tableau d'une dimension. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous décrémentez de 1 la dimension de votre tableau 2D, ce qui va vous donner un tableau 1D. Donc on va utiliser la fonction flatten. Donc ici, qu'est-ce que ça va nous donner par rapport au résultat qu'on a utilisé précédemment? 10. Rien de plus simple. On est revenu au point de départ. Donc ensuite, quelques petites notions de calcul élémentaire avec les matrices, donc les tableaux NumPy. Donc l'addition-soustraction, pas de problème, il faut juste que les matrices aient la même dimension comme le calcul matriciel dans la réalité. Par contre, pour la multiplication, c'est un peu plus ambigu parce qu'il y a plusieurs fonctions que vous pouvez utiliser. Donc lorsque vous allez utiliser l'étoile pour faire votre multiplication matricielle, eh bien ce ne sera pas le vrai produit matriciel que vous feriez. En fait, c'est une multiplication élément par élément. Donc c'est-à-dire que l'élément qui a la même position en A et en B va être multiplié ensemble. Donc on n'aura pas de changement au niveau de la taille des matrices. Donc il faut que A et B aient la même taille. NumPy.multiply fait exactement la même chose que l'étoile. Donc c'est toujours une multiplication élément par élément, et donc il faut que votre matrice A et B ait la même taille. Enfin, le vrai produit matriciel que vous feriez sur un papier, eh bien, c'est numpy.dot qui vous permet en fait de faire le vrai produit matriciel. Donc voilà, on regarde ce que ça nous retourne, et on peut remarquer que, bien évidemment, la multiplication élément par élément avec l'étoile et la multiplication élément par élément avec multiply vous retournent la même chose. Et lorsqu'on vérifie que les deux sont les mêmes, eh bien, on a trou, c'est normal, parce qu'elles font la même fonction. Et enfin, le vrai produit est différent de la multiplication élément par élément, ce qui est normal. Donc, je voulais vous introduire une petite notion, vous pourrez regarder sur Internet, ça s'appelle le broadcasting. Je vous avais dit pour la multiplication élément par élément, donc avec multiply et avec l'étoile, eh bien que il faut que les deux matrices aient la même taille. Mais par contre, Python est capable, malgré que les deux matrices n'aient pas la même taille, eh bien de pouvoir faire cette multiplication-là, élément par élément. Vous me diriez comment? Eh bien, je vous invite à regarder le broadcasting sur Internet, et si vous voulez, on pourra en discuter dans les commentaires, et vous allez comprendre que Python est capable de gérer la différence de taille entre deux matrices grâce au broadcasting. C'est une notion qui est un peu poussée, mais qui n'est pas compliquée, et qui peut même montrer à l'examinateur que vous maîtrisez les notions un peu ardues de Python, ce qui peut vous rapporter beaucoup de points. Donc ensuite, comme pour tous les listes, les chaînes de caractères, on va essayer de voir quelle est la taille d'une matrice. Et pour savoir la taille d'une matrice, on va utiliser la fonction .shape. Donc je l'ai utilisée précédemment, on va la revoir ici. Et je vais l'appliquer sur une matrice empty, donc numpy.empty. Empty, ça veut dire une matrice vide. Donc je crée une matrice vide avec les dimensions que je souhaite. Et on va jouer avec cette fonction shape. Donc pour obtenir en fait le premier élément de shape, donc qui est le nombre de lignes, eh bien vous utilisez votre variable
a.shape, entre crochets 0, et vous avez le nombre de lignes. Ensuite, si vous voulez le nombre de colonnes, vous écrivez la même chose. Votre variable .shape entre crochets 1, et ça vous retourne le nombre de colonnes. Enfin, si vous souhaitez connaître le nombre de lignes aussi, il y a un autre moyen, c'est d'utiliser la fonction len. Donc cette fonction len, on l'a déjà rencontrée plusieurs fois. Également, si vous souhaitez faire la transposée d'une matrice, donc d'un tableau, numpy, eh bien vous utilisez numpy.transpose, parenthèse A. Donc ça vous sera vraiment très utile. Donc il faut bien la retenir, cette fonction-là. On va regarder ce que ça nous donne. Donc au départ, on a A qui est de taille 4 et 19, donc 4 lignes, 19 colonnes. Donc le nombre de lignes, c'est bien 4 en utilisant a.shape entre crochet 0. On obtient le nombre de lignes avec la fonction len, donc pas de problème. Et on obtient bien le nombre de colonnes qui est 19 en utilisant shape entre crochet 1. Et enfin, notre transposé, donc une transposée, je le rappelle, c'est qu'on intervertit le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc on a bien ce qu'on attend. Si on veut connaître la dimension de notre tableau, donc si c'est un tableau 1D, si c'est un tableau 2D, si c'est un tableau 3D, eh bien, comme je l'ai expliqué au départ, on utilise la fonction nd. Et ici, pour notre matrice empty, donc qui a 2 dimensions, eh bien ça va nous retourner la dimension 2, comme on peut le voir ici. Ensuite, vous allez me poser la question, comment on peut extraire des valeurs d'un tableau NumPy? Donc là, ici, si vous souhaitez extraire des valeurs d'un tableau NumPy, donc, rien de plus simple, c'est comme en fait avec les listes, sauf que cette fois-ci, vous prenez 2 indices, ce qui est normal. Pour retrouver une valeur dans un tableau de 2 dimensions, il vous faut le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Et bien là, ici, c'est exactement pareil que les listes, sauf que cette fois-ci, on a des lignes et des colonnes. Si vous êtes en 3 dimensions, cette fois-ci, il y a 3 indices à mettre, 4 dimensions, 4 indices à mettre, etc. etc. Et n'oubliez pas, l'indice commence toujours à 0, que ce soit pour les lignes, pour les colonnes ou pour d'autres variables qui viendront par la suite si vous travaillez avec de plus grandes dimensions. Donc ici, je crée une variable, une matrice A, un tableau NumPy A de dimension 2. Et donc, je crée un tableau random, donc avec des valeurs aléatoires qui vont suivre une loi normale centrée réduite. Donc, je vous laisse revoir vos notions de statistiques. Et j'utilise la fonction numpy.random.seed pour éviter qu'à chaque fois que je relance mon algorithme, eh bien que ma matrice A prenne de nouvelles valeurs. Parce qu'en fait, vu que c'est une fonction random, donc qui donne des valeurs aléatoires, eh bien ma matrice A va changer. Donc, essayez de créer la matrice A et d'utiliser le seed et de ne pas utiliser le seed, et vous verrez la différence en fait en lançant plusieurs fois l'algorithme. Et donc là ici, si je veux récupérer l'élément à la ligne 1 et la colonne 2, je vais faire cette commande là, parce que comme je vous ai dit, l'indissage est décalé de 1, c'est pas très logique sur Python. Et par ici, si vous souhaitez récupérer l'élément à la 3e ligne, 3e colonne, on va voir ce que ça nous donne. Et bien, on obtient bien ça au final. Donc ici, si je veux récupérer l'élément à la ligne 1 et à la colonne 2, donc je regarde ligne 1, colonne 2, c'est moins 0,61. On a bien moins 0,61. Pareil, ligne 3, colonne 3. Donc on a bien 0,31, 0,31. Si cette fois-ci, vous souhaitez extraire des colonnes ou des lignes, donc c'est un peu pareil que pour les listes et tout ça, ça suit vraiment la même syntaxe. Donc là, ici, je vous ai expliqué un peu comment ça marche. Pour récupérer des lignes et des colonnes, je vous laisserai regarder posément, tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc là, ici, si je veux récupérer la première ligne de A, eh bien, je mets 0. Et par contre, après, je mets les 2 points. Ces 2 points-là, on les a déjà retrouvés plusieurs fois lorsqu'on voulait extraire des morceaux de liste ou des chaînes de caractères. Donc, ces 2 points veulent dire, signifient qu'on veut récupérer toutes les colonnes. Donc là, ici, je veux récupérer la première ligne. Pareil ici, si je veux récupérer la colonne 2, 3, mais je veux récupérer toutes les lignes et bien de ces 2 colonnes, eh bien je vais utiliser la syntaxe de points donc pour récupérer toutes les lignes. Par contre ici, attention, comme pour d'habitude, hein, si je veux récupérer que la colonne 2 et 3, eh bien il ne faut pas que je me trompe, parce que n'oubliez pas, il y a un problème d'affichage sur Python, et eh bien je vais mettre cette commande là en sachant que le 3 il exclut.
Ensuite, si je veux récupérer les lignes, la première ligne et la deuxième ligne, et la colonne et les colonnes 1 et 2 en même temps, eh bien j'utilise cette commande-là. Donc voilà, amusez-vous, tentez des choses, et vous comprendrez mieux en travaillant, en vous entraînant, en faisant des tests. Donc, on regarde ici. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai? Si je veux récupérer ici, je récupère bien la première ligne de A, ici, qui se trouve là. On trouve bien la première ligne de A ici. Ensuite, les colonnes 2 et 3 de A. Donc, c'est exactement ça, et ça. Et c'est bien les colonnes 2 et 3 qui sont là ici. Voilà. Et ensuite, la partie supérieure droite de A, eh bien, on la retrouve bien ici. Donc voilà, rien de plus simple. Ensuite, quelques petites fonctions. Donc numpy, point maximum, tout ça, point minimum et tout ça. Donc c'est une fonction très simple. Hein, ça vous permet en fait de trouver l'élément minimum et maximum de, vos, de vos tableaux numpy. Donc ça s'utilise très facilement. Et voilà. Après, regardez bien sur le site de numpy. C'est bien spécifié comment on peut utiliser numpy.max parce que vous pouvez récupérer le max suivant une colonne, suivant une ligne. Donc voilà, vous utilisez virgule axis égale 0 ou 1. Allez regarder un peu la librairie. Ici, je ne mets pas de détails parce que j'ai envie de vous pousser à aller visiter en fait les notices des librairies, donc comment on utilise les fonctions et tout ça. Il y a des sites dédiés à ça. Vous allez sur le site de NumPy, vous tapez max et vous allez voir comment on peut l'utiliser. Donc la somme, très simple, hein, c'est numpy.lasomme de votre matrice suivant l'axe. Donc là ici vous pouvez spécifier la somme suivant l'axe sur lequel vous voulez travailler. Donc, et là ici je vous ai spécifié un peu, si vous spécifiez axis égale à 0, donc vous voulez la somme par rapport aux colonnes, et 1 la somme par rapport aux lignes. Et donc on regarde ce que ça nous donne. Donc on a A qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la somme de tous les éléments de A, donc je n'ai pas spécifié d'axis ici, eh bien il va comprendre qu'en fait je dois sommer tous les éléments de la matrice. Donc c'est bien 21, vous pourrez vérifier. La somme suivant chaque ligne, eh bien c'est logique. Donc on n'a que deux lignes, donc il va nous retourner deux valeurs. Et enfin la somme suivant chaque colonne, il va nous retourner 3 valeurs. Donc c'est logique parce qu'on a 3 colonnes. Ensuite, pour avoir la moyenne, rien de plus simple, comme toujours, vous utilisez numpy.min avec toujours votre matrice et l'axe que vous spécifiez comme je l'ai présenté auparavant. Donc, on regarde ce que ça donne. Eh bien, ça vous donne, comme d'habitude, ça, vous pourrez vérifier, c'est très similaire à ce qu'on vient de voir. Par contre, il y a des choses que je voulais en fait faire une petite parenthèse ici, parce qu'en fait, les valeurs qui sont envoyées par les fonctions numpy.min, numpy.sum et tout ça, eh bien en fait, ils vont vous renvoyer des floats. Donc en fait, même si même si votre tableau est créé à partir de nombres entiers, le résultat en utilisant la fonction min, la fonction max, la fonction min et tout ça, eh bien ce sera des floats. Donc, il faut bien en avoir conscience, parce que lorsque vous travaillez, lorsque vous allez être aux écrits, vous n'allez pas pouvoir faire de test pour savoir sur quel type de valeur vous êtes en train de travailler. Donc, ça fait partie des petits pièges de NumPy. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder précisément sur le site internet comment chaque fonction fonctionne et quel type de valeur elle retourne à la fin. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, donc là, je fais une petite parenthèse, une petite digression sur les floats et les int. Donc en fait, lorsque vous travaillez avec 8 bits, vous n'allez pas avoir la même précision qu'en 16 bits. Parce qu'en 16 bits, vous avez une plus grande précision sur les nombres à virgule, par exemple. Un float qui est codé en 8 bits n'aura pas la même précision, aura une plus basse précision qu'un float qui est codé en 16 bits. Pareil qu'en 32 bits, donc un float codé en 32 bits n'aura pas la même précision qu'un float en 16 bits. Et ainsi de suite jusqu'à float en 64 bits. Donc, voilà. Et me diriez-vous, on a qu'à tout coder en float 64 bits, comme ça on a la meilleure précision possible. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même lourd en calcul. Donc vous travaillez avec 64 bits. Imaginez-vous, 64 bits, c'est quand même beaucoup. Et lorsque vous travaillez avec énormément de valeurs, eh bien ça surcharge la mémoire de votre ordinateur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au type de données qu'on manipule. Et justement, sur les sujets, on vous spécifie le type de float sur lequel vous voulez travailler. Et ça marche pareil pour les nombres entiers aussi. Donc voilà.
J'ai mis un lien ici pour que vous puissiez un peu regarder comment ça marche tout ça. Donc voilà, là j'ai codé en 16 bits le nombre pi, mais si je change, donc ça va me retourner à 3.14, mais si je mets 32 bits, eh bien il me donne encore une meilleure précision, et si je mets 64 bits, encore une meilleure précision. Donc voilà quoi, donc c'est un peu les spécificités de la fonction min, max et tout ça, donc il faut bien regarder ce qui se passe. Ensuite, itérer avec un tableau NumPy. Donc on a pu voir dans la précédente vidéo comment fonctionnaient les boucles for, et je vous ai dit qu'on pouvait itérer avec un tableau NumPy. Ce qui est plutôt logique parce que NumPy contient plusieurs valeurs, donc on peut itérer dessus. Et donc, ici je donne un très rapide exemple, hein, je veux dire très simple. Donc i va prendre comme valeur la première ligne, et ensuite, après avoir parcouru différentes instructions, eh bien i va prendre la valeur, donc i va être la deuxième ligne de notre matrice A. Donc c'est ce que l'on peut voir ici. Donc notre première ligne, I c'est 1, 2, 3, donc notre liste 1, 2, 3, donc la première ligne de la matrice A. Et enfin, elle va prendre la valeur de la deuxième ligne, donc qui est 4, 5, 6. Donc voilà, une liste de valeurs qui est 4, 5, 6. Ensuite, on peut récupérer en même temps l'indice et l'élément avec la commande numpy.nd_enumerate. On avait vu dans la précédente vidéo la fonction enumerate, sauf que là, la fonction nd_enumerate est spécifiée pour les tableaux NumPy. Donc on regarde ce que ça nous retourne. Donc ici, pour énumérer en fait sur l'indice et l'élément, parce qu'on a pu voir précédemment que si on faisait juste un for i in A, et bien en fait ça nous extrait juste les lignes de notre matrice A, alors que là ici en utilisant la fonction numpy.nd_enumerate, et bien on va pouvoir affecter à notre variable i chaque élément de notre matrice. Et en plus on va pouvoir récupérer l'indice de chaque élément grâce à cette fonction nd_enumerate. Donc elle est très proche de la fonction enumerate qu'on a pu voir précédemment dans le cours sur les boucles for. Donc voilà, donc lorsqu'on regarde ce qu'on obtient, donc on obtient bien en 0, 0 la valeur 1, etc. 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 Et puis voilà. Donc voilà un peu pour tout ce qui est tableau NumPy. Donc c'est très important de bien maîtriser les tableaux NumPy. Il y en a beaucoup qui travaillent encore avec des listes de listes. C'est vraiment pas viable sur Python. C'est vraiment, et ça c'est comme très mal vu de travailler avec des listes de listes sans utiliser les tableaux NumPy. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Faut juste s'entraîner un peu. Et puis si vous avez compris ça, vous avez tout compris de NumPy, quoi. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.